Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième panel qui sera consacré à la réception de la laïcité. Donc, pour ceux qui suivent le programme de très près, on vous annonçait François Rocher suivi de Catherine Côté. On sera presque parfaitement fidèle à ça, puisque ce sera effectivement ces deux conférenciers-là que nous aurons le bonheur d'entendre. Cependant, nous avons inversé l'ordre pour la raison suivante, c'est que M. François Rocher a eu une indisponibilité de dernière minute, mais il a quand même donné sa conférence, mais il l'a donnée par vidéo. Donc, on a une vidéo de la conférence de M. Rocher en rediffusion. Et le seul petit enjeu que ça prête, c'est que pour les gens ici en salle, ça va être très bien. On l'a testé. On a François sur grand écran. Le son est très bon, parfait. Pour les gens en ligne, on n'est pas exactement sûr de ce que ça va donner. Donc, voici ce qu'on vous propose. On va demander à Catherine, que je vais vous présenter tantôt, de prendre la parole en premier. Et ça marche très bien pour les gens en ligne. Lorsqu'on arrivera à François, si jamais c'est pas très bien pour les gens en ligne, soit le son, soit l'image, ça fait en sorte que c'est moins agréable pour vous, ben vous pourrez nous quitter et aller vers la période de dîner et nous revenir vers 13h, disons maximum 13h35. Et à ce moment-là, ça va être le retour. Donc, pour les gens en ligne, c'est plus simple de. On ne voudrait pas, autrement dit, qu'ils nous quittent pendant la conférence de François parce que le son, l'image est mauvaise et qu'ils ne reviennent pas pour la conférence de Catherine. Donc, on a souhaité commencer par Catherine et ainsi les gens qui en ligne nous quitteront, le cas échéant, ben, pourront le faire ensuite, y compris pour la période du dîner. Ne pas manquer la conférence de Catherine. Et donc, voilà le petit arrangement que nous vous proposons. Sinon, je pense que pour l'intendance, ça fait le tour. Lorsque ce sera la conférence de François, j'aurai quelques petites manipulations informatiques à faire, mais pour l'instant, nous avons Catherine en présentiel et donc je vous la présente sans plus tarder. Donc, Catherine Côté est professeure agrégée et responsable des programmes de droit et politique appliqués de l'État à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, où j'ai la chance donc de l'avoir comme collègue. Elle est également co-directrice du bulletin d'histoire politique et co-rédactrice en chef de la revue Sérieux, Humour, Savoir et Pratique. Elle a auparavant été professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa et chercheuse invitée à la chaire d'études politiques et économiques américaines de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les dynamiques de communication politique et d'opinion publique, notamment sur le cynisme et les changements de valeurs, ainsi que le nationalisme et l'évolution des références symboliques et idéologiques dans le discours politique. Elle analyse également les campagnes électorales québécoises et canadiennes pour différents médias et participe à la série Résonance sur Savoir Média comme analyste principale. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la laïcité, une question de génération, point d'interrogation. Oui, merci beaucoup. Bonjour à vous. Quand j'ai eu l'invitation pour venir faire la conférence ici, j'ai dit oui, je travaille sur la laïcité, mais un peu par la bande, parce qu'en fait, je travaille surtout sur le nationalisme. Donc, vous allez voir, soyez pas surpris dans la présentation que je vais vous faire, je vais vous parler beaucoup de nationalisme parce que c'était mon point de départ. Mais là, on a eu un petit imbroglio par rapport à la présentation PowerPoint que j'avais préparée. Donc, là, je n'aurai pas mon support visuel, fait que je crois que je vais en faire un avantage pour moi. Je vais vous parler un peu plus avec mon cœur. Des fois, ça nous permet de faire ça, on est moins sur le domaine. Et tout à l'heure, pendant que j'écoutais les présentations, je repensais à une petite anecdote personnelle. Vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. C'était quand je faisais mon doctorat. Moi, j'ai fait mon doctorat à l'Université Queen's. Queen's University, c'est à Kingston, en Ontario, au pays des orangistes, pour bien vous situer. Et quand j'ai fait mes examens de synthèse en politique canadienne, évidemment, en politique canadienne, on s'entend qu'on n'a pas de lecture en français quand on est en politique canadienne. Donc, quand j'ai fait mon examen de synthèse, M. Pierre-Éliott Trudeau venait juste de décéder. Donc, vous comprenez que c'était le branle-bas de combat. C'était certains professeurs ont même pleuré en classe de la nouvelle, etc. Donc, en fait, les accointances politiques des gens étaient tout à fait révélées. Je veux dire, en fait, personne ne se posait la question, est-ce qu'on parlait de nos accointances politiques? Ça semblait évident pour tous les étudiants et les professeurs qui étaient là. Donc, vous comprenez que faire mes examens de synthèse en politique canadienne et avoir un point de vue québécois sur les choses n'était pas exactement le bon timing. Malgré tout, j'ai persisté. Mais surtout, je me souviens très bien qu'une des questions qu'on avait eues,
c'était, on nous demandait quel sera l'avenir de la politique canadienne. Donc, dans les prochaines années, quels seront les débats qui animeront la politique canadienne. Et moi, puis on parle de donc le décès de M. Trudeau, donc si je me souviens bien, je pense que c'est autour de l'an 2000. Donc, moi, j'avais répondu avec tout mon... Moi, je pensais que c'était tout à fait raisonnable ce que j'avais dit. J'avais expliqué que le prochain débat sera celui des accommodements raisonnables. Et j'avais parlé de la Charte des valeurs, du choc qu'il allait avoir au point de vue démographique, les grandes villes. Je dis le déclin du français. Donc, on est en 2000. Et je me souviens que mes professeurs m'avaient dit « Oh, c'est beaucoup d'imagination, très original. » Et on m'avait dit, je pense pas que ça va être le cas, mais c'est un bon essai. Alors, ça m'a bien fait rigoler parce que maintenant, on est exactement là-dedans. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne vais pas travailler ces questions-là au départ, mais la force des choses m'a un petit peu amené là. Entre autres, ça, je dis, je parle un peu plus avec mon cœur aujourd'hui, mais je vais y arriver. Donc, ce qui m'arrive à la crise des accommodements raisonnables. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce qui s'était passé à l'époque. On est autour de 2008, je me souviens bien. Et à l'époque, il y avait un groupe de professeurs d'autres universités au Canada, évidemment des anglophones, qui avaient fait un très grand sondage sur la participation politique des femmes. Et elles avaient obtenu de grosses subventions, évidemment du fédéral, pour faire la suite qui était de faire le même volet, mais pour le Québec. Donc, évidemment, ils avaient besoin d'une francophone de service, bon, pour faire les questions en français et pour peut-être apporter une petite couleur locale, hein, donc, à la question. Évidemment, donc je dis, on est dans le contexte des accommodements raisonnables, mais j'ai dit, ça ne vous tente pas qu'on ait des questions là-dessus, ce serait peut-être intéressant. Il a fallu d'abord que je les convainque de la chose parce que personne n'était au courant de ce qui se passait, même une des profs qui était à McGill, donc n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. Donc, j'ai fait ajouter les questions. Et d'ailleurs, l'article qui a suivi du sondage qu'on a fait à l'époque, c'est encore dans les plus cités qu'il n'y a pas. Là, donc, c'est sur le voile, le port du voile, donc les perceptions des Québécoises. Donc, c'est un petit peu mon premier pas qui m'a un petit peu amené sur ces questions-là, puis qui m'a beaucoup amené à réfléchir sur la question justement de comment s'inscrit à la fois la laïcité, oui, mais tout le rapport à l'autre, en fait, parce que c'est beaucoup ça qui m'intéressait, évidemment, dans l'optique du nationalisme. Surtout que lors quand on avait élaboré les questions, quand on avait écouté les pré-entrevues, quand on a fait l'analyse des résultats, je me rendais compte à quel point les deux solitudes étaient très importantes parce que j'avais une façon d'interpréter les résultats qui était bien différente. J'expliquais entre autres que bon, le contexte était différent. J'expliquais également que pour les nouvelles générations, ben, les cours d'éthique et culture religieuse pouvaient expliquer aussi la façon. Alors que pour mes collègues, c'était est-ce qu'elles sont éduquées? Si elles sont éduquées, elles sont donc contre la laïcité. Donc, pour elles, ça semblait être une évidence. Vous comprenez que pour moi, ce n'était pas une évidence, bien au contraire. Donc, j'expliquais toute la littérature qu'on avait au Québec par rapport à ça. Et bien sûr, ça nous a permis de construire un article qui avait du bon sens, finalement, malgré tout, malgré cela. Ce qui m'a amené beaucoup plus tard à continuer un petit peu dans cette mouvance-là, en essayant de comprendre justement, est-ce qu'il y a des véritables différences dans les générations sur leur rapport à l'autre, sur leur propre identité, sur leur façon de se voir, de se conceptualiser. Et on a souvent, puis c'est un petit peu pour ça qu'il y a un point d'interrogation au titre de ma présentation, c'est que on a souvent dans l'idée de mettre un petit peu les générations un peu un peu en opposition, si je puis dire. C'est-à-dire que je comprends, parce qu'au point de vue cognitif, ça fait beaucoup de sens de croire que les générations plus vieilles, celles qui ont justement vécu, comme j'entendais dans les entrevues que j'ai faites, de l'emprise du catholicisme, des trucs comme ça, on peut comprendre que pour certains, justement, de se défaire de cette emprise-là était parfois une réaction, donc qui faisait que la laïcité semblait plus normale. Donc, j'avais beaucoup ça dans ce que, quand je posais les questions au départ aux gens, on venait à ça. Et après ça, à l'inverse, on disait les jeunes, un peu comme le disaient mes collègues anglophones, ah oui, mais ils sont plus ouverts sur le monde, donc ils vont être contre la laïcité parce qu'ils sont ouverts sur le monde. Donc, vous voyez un petit peu, j'avais un petit peu ça comme point de départ. J'ai dit, écoutez, non, je pense que tout ça, c'est pas vrai nécessairement. Il y a un petit fond vrai, peut-être, oui, mais pas pour l'ensemble. J'aimerais ça creuser la question. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, ce dont je vais vous parler, ce sont trois grandes vagues à la fois
sondage, à la fois groupe de discussion et entrevue. Donc, souvent, on commence par les sondages. Les sondages nous permettent de sélectionner ce qu'on appelle des petits groupes de discussion et par la suite, on complète ça avec quelques entrevues avec des individus en nous assurant qu'ils sont représentatifs, donc des différentes générations d'abord, mais aussi de la démographie. Donc, de genre. Autrement dit, on ne va pas avoir que des étudiants là, dans nos panels. Là. On a ça de manière très large. La première vague qui a été faite était tout de suite après l'élection donc de 2018 et l'enjeu de la laïcité faisait partie des éléments qu'on voyait. On avait vraiment toute une série d'indicateurs par rapport à ça. Je dis, j'aurais bien aimé vous les montrer avec le PowerPoint, mais c'est pas grave. Donc, plein d'indicateurs sur le rapport sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui motive les gens d'avoir une participation politique, d'être dans l'espace public. Donc, vous voyez, c'était pas seulement le nationalisme, c'était beaucoup l'ancrage de la participation. Alors, le grand titre du projet, c'était Comportement politique 2.0. Donc, c'est dans l'idée que la façon dont on gère l'espace public est bien différente aujourd'hui. Et c'était très intéressant parce qu'on a pu voir qu'effectivement, il y avait des questions qui tenaient à cœur à certaines des générations, puis un petit peu moins à d'autres. Par exemple, les questions de, je vais arriver à la laïcité à la fin, les questions de la langue française étaient beaucoup plus importantes sur les générations plus âgées. Donc, c'était même souvent le moteur de toute leur action politique quand ils étaient impliqués ou de leur réflexion. À l'inverse, des questions plus liées aux programmes sociaux, à l'égalité même de la place du Québec dans le monde. Donc, c'était pas nécessairement du nationalisme, mais c'était un positionnement quand même du Québec par rapport aux autres. Donc, c'était une forme de nationalisme aussi. Était plus présent dans les générations subséquentes, c'est-à-dire la génération X et les générations Y. Pour les générations un peu X, mais surtout Y et Z, c'était bien sûr l'environnement. Vous devinez bien comme il faut que c'est l'environnement, ça revenait tout le temps. Et pour certains, c'était aussi l'environnement dans le sens où on est contre un État pétrolier, donc le Canada étant un État pétrolier. Donc, vous voyez ici la façon de concevoir les choses. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement les valeurs de l'environnement. Et où on en était pour la laïcité à ce moment-là, puis je vous parle que c'est bien la première vague à ce moment-là, la laïcité, c'était très étrange parce que quand j'amenais la question, à la fois, on me disait, surtout les générations plus vieilles, oui, c'est une valeur importante. Je dis bien une valeur importante, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle je ferais de la politique, par exemple. Mais on voyait qu'il y avait une identification qui se faisait à cette valeur-là. Plus on diminuait dans les âges et plus on me disait, ben pour vrai, moi, cette question-là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ou, dans certains cas, ça me dérange. J'aurais préféré que ça ne soit pas dans l'espace public. Je trouve que c'est une fermeture à l'autre. Ça nous cause des soucis. Même certains le voyaient comme un obstacle à l'indépendance pour certains. Donc, vous voyez ici, il y avait vraiment une gradation qui se faisait comme ça. Donc, vous comprenez, quand je vous ai parlé de première vague, je ne suis pas restée là-dessus. Fait que ce qu'on a fait, c'est que, je dis bien on, parce que c'était avec deux équipes différentes. Ce qu'on a fait, c'est dans un premier cas, on a reparti exactement le même type de questions pour une deuxième vague qui a eu lieu en 2020-2021. Donc, l'automne et le printemps 2021. Et en parallèle, j'ai eu un de mes étudiants qui travaillait sur le Parti libéral du Québec. Et on a eu donc, j'étais bien contente parce que je vous avoue que j'avais peut-être un petit peu une surreprésentation de nationalistes. Fait que j'ai dit, ça tombe bien. J'ai dit, moi, j'aimerais bien comprendre justement le rapport au nationalisme qu'ont les militants du Parti libéral du Québec. Alors, je ne vous dis pas à quel point, merci, je ne vous dis pas à quel point c'est difficile d'avoir l'autorisation d'entrer en contact, de pouvoir envoyer un sondage, de pouvoir faire des entrevues. On a tout obtenu ces autorisations-là parce que c'est pas évident non plus. Et surtout, on a aussi eu comme observateur tous les débats qui ont eu lieu, donc les différents, les conventions qu'il y a eu donc du parti, les assemblées, pardon. Donc, on a eu droit à ça, donc, et prendre des notes sur les arguments qui venaient. Et évidemment, la question de la laïcité était au cœur de plusieurs des débats. Donc, ça a été très, très intéressant. On a beaucoup appris. Mon étudiant trouvait ça fantastique. Je suis plus sûre qu'il est encore pour le Parti libéral maintenant, mais mais il a trouvé ça fantastique parce que ça nous permettait de voir la complexité de la façon de voir les choses. Puis quand je dis complexité, c'est que assez facilement, on peut associer une espèce de
de grand, j'ai envie de dire, un grand courant de pensée ou l'idéologie qui va être liée un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le communautarisme, le multiculturalisme, etc. Et l'autre qui va être beaucoup plus près du républicanisme. Donc, justement, souvent, je me plais à dire que c'est un petit peu, dans un cas, on a peur comment l'État va s'ingérer dans le religieux. Dans le sens contraire, on a peur que le religieux s'ingère dans l'État. Donc, des fois, on avait un petit peu ce rapport-là qui était là aussi. Donc, sans nécessairement être contre le principe de laïcité, des fois, c'était tout simplement l'application, comme on l'a dit tout à l'heure en commentaire. Donc, c'est très particulier parce qu'on avait tous ces débats-là. Et là, évidemment, vous devinez, nous, on a des sondages. Fait que là, on voulait un petit peu voir aussi les caractéristiques de ces personnes-là. Puis, un petit peu, une de nos façons de regarder ces données-là a été, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'ouvrage de David Goodhart. David Goodhart qui parle un peu de la fracture qu'il y a dans les sociétés. Lui, il parle de l'expérience britannique et dans son livre, il parle des deux clans. Il va parler de ce qu'on appelle les anywhere et les somewhere. Je vous résume très, très grossièrement. Les somewhere viennent de quelque part. Hein? Somewhere, c'est quelque part. Donc, ils ont un ancrage dans du lieu. Donc, ça peut être soit local, soit régional, soit bien sûr national dans le cas qui nous occupe, mais ils ont un ancrage réel. Habituellement, ça vient avec un ensemble de caractéristiques et de valeurs. Et ces caractéristiques-là vont être à l'effet qu'ils vont être plus en périphérie, donc en banlieue. Ils vont être en région, donc ce qui explique aussi l'ancrage plus réel de ces gens-là. Par rapport, plus ça dépend un petit peu de comment on regarde les chiffres, mais habituellement, soit qu'on va les avoir, ils vont être un petit peu moins instruits ou un petit peu moins de salaire, ça dépend des régions, mais sont aussi tout un ensemble de valeurs un peu plus conservatrices. Puis quand je dis un peu, là, c'est des nuances, OK? C'est pas énorme, mais assez pour voir que ça vient avec une espèce de bagage, d'une certaine manière. Là, vous comprenez qu'il y a l'opposé. L'opposé étant quoi? Les anywhere, OK? Donc, on pourrait le traduire par eux, c'est des citoyens du monde. Okay? Ils pourraient être ici, mais ils seraient ailleurs. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'ils sont cosmopolites. C'est-à-dire que eux, leur ancrage, c'est les grandes villes. Donc, ils sont interchangeables en autant que la grande ville où ils seront, et ils vont pouvoir vivre leurs valeurs. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est moins, évidemment, on va associer ça avec des valeurs qu'on dit libérales, entre guillemets, parce que tout ça, c'est anglophone, hein, c'est pas toujours les mêmes vocables que nous, les mêmes concepts. Et habituellement, on va mettre ça un petit peu plus instruit, habituellement un peu plus de salaire aussi, donc salaire un petit peu plus élevé, etc. Mais surtout, cet ensemble de valeurs-là est beaucoup plus individualiste également. Donc, c'est pas tant qu'ils sont libéraux que souvent, ils sont un petit peu plus individualistes. Alors, moi, je me suis basée sur cette étude-là. J'ai fouillé un petit peu. J'ai vu qu'on avait eu une étude semblable qui avait été faite en Ontario par le Mowat Center. Et c'est très intéressant. On arrive à peu près à la même conclusion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces espèces de deux grands groupes-là. Alors, vous devinez ce que j'ai envie de faire, c'est de voir est-ce que c'est le cas pour le Québec. Évidemment, je n'ai pas terminé, c'est ma troisième ronde, donc je n'ai pas terminé en fait toutes les entrevues, mais où j'en suis rendue présentement, ça semble corroborer beaucoup. Puis d'ailleurs, même les derniers résultats qu'on vient de voir de l'élection, point de vue des partis, de la représentativité, ça ressemble beaucoup. Par exemple, le fait d'être plus conservateur, entre guillemets, d'être plus dans la périphérie, d'être plus dans les régions. Évidemment, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on va appeler autour de la CAQ. Ensuite, d'être plus libéral, donc cosmopolite, entre guillemets. Évidemment, vous comprendrez que ça correspond davantage au Parti libéral, mais également Québec solidaire. Et Québec solidaire qui, d'ailleurs, a bien réussi, entre guillemets, dans les grandes villes où il y a justement beaucoup d'étudiants, comme Sherbrooke dans notre cas, donc circonscription, donc, mais également Montréal et Québec également. Par contre, est-ce que nécessairement on parle de niveau d'instruction et niveau salarial? Non, jusqu'à maintenant, je n'ai pas, les données ne me portent pas à croire ça. Donc, la conclusion que j'ai jusqu'à maintenant, c'est que probablement Goodhart a raison sur le fond des choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un bagage de valeurs qui viennent ensemble, mais pas nécessairement tant auprès de variables démographiques en tant que telles. Oui, le lieu d'où on vient est important, mais ça va être beaucoup plus
comment je pourrais dire ça? Nous, on l'appelle dans le jargon la consommation culturelle. Là. Donc, ça va être beaucoup plus lié d'où on s'abreuve pour notre information. Donc, carrément, qu'est-ce qu'on va écouter? Donc, la télévision, ce que vous consommez comme média. Autrement dit, vous allez être québécois et vous associer au côté francophone si vous écoutez la télé ou la radio francophone. Si vous êtes sur Netflix, vous écoutez des séries de n'importe où ailleurs, j'ai envie de dire surtout du monde anglo-saxon, vous allez vous identifier à ça. Et beaucoup également dans les entrevues que j'avais, selon le lieu aussi où on avait étudié. Évidemment, vous comprenez que quand ce sont des universités anglo-saxonnes où on a étudié ou un milieu de vie anglo-saxon, ça vient beaucoup avec ces valeurs-là. Je me souviens à l'époque, quand justement j'étudiais à Queen's, donc université anglo-saxonne, bien sûr, et en Ontario de surcroît. Ça faisait longtemps pourtant. Et je me souviens que des fois, les critiques que les gens faisaient, ah oui, bon, ben, comme par exemple le panel de tout à l'heure, on aurait demandé à quelqu'un d'en faire l'analyse, on dit, ah, ce sont 4 hommes blancs qui parlent. Okay? C'est ce qu'on aurait eu comme critique. Donc, vous voyez... remarqué. Oui. Oui, mais justement, moi non plus, je ne remarquais pas ce type de choses, mais les gens qui passent à travers ces milieux-là en viennent à analyser les choses, pas selon ce qu'on entend comme enjeu et comme dialogue, mais parce qu'on voit comme représentation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu puis d'ailleurs, ça a été un des exemples qui a été mis dans mes entrevues, qui a été évoqué, pardon, dans mes entrevues. C'était quand il y avait eu la fête nationale du Québec, dont la fameuse Saint-Jean-Baptiste, et où il y avait eu un char allégorique qui, au lieu d'être motorisé, était tiré par, je ne sais plus combien de jeunes hommes, là, qui est très sportif. Et là, c'est le chaos le lendemain. Oui, mais vous rendez-vous compte, on représente le colonialisme, ils sont tous noirs, puis les autres sur le chariot sont blancs. L'esclavagisme. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'était les mots. Et vous voyez, la façon de voir les choses est tout à fait teintée par le milieu où on a étudié, par les références culturelles qu'on a. Donc, la question de la laïcité vient souvent un peu en périphérie du nationalisme, donc pas toujours, mais souvent en périphérie du nationalisme. C'est pas le moteur, mais souvent ça vient dans l'ensemble. Donc, je ne sais pas si vous suivez un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire que on va être profondément contre, mais profondément, là. Surtout avec le rapport de l'ouverture au monde, donc tout le temps, ça revenait tout le temps, là. C'était même un petit peu lourd des fois parce qu'on essayait de comprendre qu'il n'y a pas une fermeture à l'autre à cause de la laïcité, mais de toute façon, quand on est chercheur, on n'est pas là pour expliquer les choses, on est là juste pour recevoir. Donc, des fois, on voyait que ce discours-là était très entretenu. Donc, même que l'idée même, c'était, ben, voyons, ils n'ont pas voyagé, ils ne connaissent pas le monde, ceux qui sont pour la laïcité. Donc, c'était les arguments qui revenaient beaucoup. Et on voyait que ces gens-là embarquaient dans cette idée d'être cosmopolite. Et souvent, ils n'étaient pas cosmopolites du tout, ils vivaient en banlieue ou en région, mais partageaient. Donc, c'est pour ça que je dis, l'idée de base de Goodhart semble très intéressante pour ancrer le débat, donc le lien du nationalisme et de la laïcité, mais il n'est peut-être pas autant pour les caractéristiques sociodémographiques qu'il avait mis de l'avant. Et c'est ce sur quoi je travaille présentement et que je vais continuer dans cette veine-là. Merci beaucoup. Je vous lis la présentation de notre collègue François Rocher, qui est professeur titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa depuis 2006, dont il a assumé la direction pendant 6 ans et fut directeur de la School of Canadian Studies de la Carleton University de 2002 à 2005. Il est membre fondateur du groupe de recherche sur les sociétés plurinationales, ainsi que chercheur au sein du laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal. Ses recherches portent notamment sur le fédéralisme canadien, les enjeux liés à la citoyenneté et l'immigration et la politique canadienne et québécoise. Et le titre de sa conférence d'aujourd'hui, la réception de la loi 21 au Canada et ailleurs. Donc, essentiellement dans les médias. Donc, si je ne me trompe pas, il me suffit de peser sur play et on devra apercevoir et entendre M. Rocher. Et pour les gens en ligne, j'espère que c'est bien pour vous, mais je ne peux pas vous le garantir. Bonjour, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je voudrais aussi les remercier d'avoir permis que cette présentation se fasse via une vidéo. Ma présentation porte sur la réception de la loi 21 dans les médias au Canada anglais.
Et le sous-titre de ma présentation est le suivant: à la recherche d'un désaccord raisonnable. Je vais défendre l'argument voulant que le débat démocratique sur les différentes conceptions de la laïcité entre le Québec et le reste du Canada doit reposer sur la présence d'un désaccord raisonnable qui m'apparaît être une condition essentielle à la possibilité d'une conversation. Ce désaccord porte fondamentalement sur des questions morales, sur la définition de la justice, de l'équité, de la tolérance et sur les fins visées par nos sociétés. Le débat entourant la loi 21 soulève ce type de questionnement et met dos à dos différentes conceptions qui animent une société libérale. En l'absence de cette condition essentielle, à savoir que le désaccord est en soi raisonnable, aucun débat n'est possible. La question de recherche est donc la suivante. Dans quels termes la loi 21 a-t-elle été discutée dans les médias du Canada anglais? La démarche repose sur l'analyse des opinions et des positions exprimées dans 4 journaux importants au Canada anglais. Le concept de désaccord raisonnable a été élaboré, entre autres, par le philosophe John Rawls, et je vais en présenter une définition dans quelques instants. Dans une démocratie libérale, il est entendu que l'exercice du pouvoir repose sur l'accord des citoyens, ce qui renvoie au principe de légitimité. Dans une société libérale qui, comme dans toute société, on retrouve des individus qui expriment des désaccords sur des questions morales, philosophiques ou religieuses, cela est normal. On y retrouve différentes conceptions du bien et des fins désirables. Les objectifs et les moyens de vie en société peuvent différer selon les préférences des uns et des autres. Schématiquement, il y a 3 sources possibles de désaccord. Une première source se rapporte au caractère vague des concepts moraux et politiques. Ces concepts peuvent faire l'objet de plusieurs interprétations et ces interprétations peuvent s'appuyer sur des raisonnements et des arguments qui sont également valables. Ensuite, le jugement individuel repose sur des options qui sont socialement construites et portées par un système d'institutions sociales et politiques. Le nombre relativement restreint de ces options fait en sorte qu'elles sont généralement hiérarchisées dans l'espace public du seul fait qu'elles font l'objet de débats, alors que d'autres questions n'en font pas l'objet. D'où le caractère cristallisé, si on veut, des débats qui produit d'inévitables désaccords. Finalement, les jugements moraux sont marqués par des expériences individuelles et le contexte dans lesquels elles se sont déroulées, qu'on pense à la socialisation familiale, aux classes sociales, aux référents culturels ou religieux, ou à une conception différente de l'ancrage dans l'histoire longue, etc. Cohabitent donc diversité de perspectives, de priorités entre différentes fins et différentes conceptions du monde. Donc, quand le désaccord est-il déraisonnable? Il l'est quand il repose sur l'ignorance, sur l'irrationalité, sur des erreurs manifestes de raisonnement, sur la mauvaise foi, l'aveuglement, l'entêtement, les préjugés ou l'influence des intérêts personnels ou des intérêts de classe. Dans une démocratie libérale, les désaccords sont donc inéluctables, particulièrement lorsqu'ils renvoient à des valeurs et à des conceptions différentes de la justice, de la tolérance. Et parfois, ces désaccords peuvent être irréductibles. La littérature insiste sur le fait que pour qu'il y ait un désaccord raisonnable dans une démocratie, il faut que toutes les parties acceptent que les opinions et les préférences politiques de leurs adversaires soient elles aussi considérées comme également raisonnables. On peut répondre à un enjeu politique, dois-je le répéter, par une multitude d'options et elles sont raisonnables si elles respectent les principes de tolérance et d'équité. Cela signifie que les préférences de l'autre partie sont comprises et considérées comme légitimes. Peut-il y avoir un désaccord raisonnable
autour de la loi 21? Je crois que oui, quand ces désaccords portent sur la manière dont les principes de la laïcité doivent être articulés les uns par rapport aux autres. Par exemple, il me semble que le principe déterminant de la loi 21 est celui de la préséance de la neutralité de l'État. La prestation de service doit être donnée de manière impartiale, mais il faut aussi que ceux qui en bénéficient l'aperçoivent comme telle. Si l'État a le devoir d'être neutre à l'endroit des religions, ceux qui le représentent et qui y travaillent se doivent aussi d'afficher une telle neutralité. L'État traite de manière équivalente les valeurs personnelles et religieuses au nom de l'équité et du respect de la diversité des croyances et des convictions. Par ailleurs, le principe déterminant des opposants à la loi 21 me semble être celui de la préséance de la liberté de conscience et de religion. Schématiquement, l'État s'abstient non seulement de porter un jugement sur les croyances individuelles, mais il ne cherche pas à les contenir ou à les encadrer. Toute restriction touchant le port de symboles religieux serait donc incompatible avec le principe du respect dû à tous ou protéger les libertés de conscience et de religion d'autrui. La neutralité de l'État est garantie par le fait que celui-ci n'appuie ou ne rejette aucune religion, mais ses employés peuvent, quant à eux, afficher des symboles religieux tout en accomplissant leur travail de manière impartiale. Il me semble que si le débat s'en tient à cela, il est possible d'avoir un désaccord raisonnable. Donc, mon étude porte sur la réception de la loi 21 dans les médias du Canada anglais. J'ai retenu 4 journaux, le Globe and Mail, le Toronto Star, les deux étant les plus lus au Canada, le Calgary Herald et le Chronicle Herald pour des questions de diversité régionale. J'ai procédé à une recherche par mots-clés, Secularism and Bill 21, qui couvrait la période du 28 mars 2019 au 27 septembre 2022. J'ai eu recours à 2 bases de données, Eureka et Factiva, et je n'ai retenu que des textes dans lesquels on pouvait y retrouver des opinions, c'est-à-dire un historial, un texte d'opinion, un texte d'analyse, une lettre d'un lecteur ou une chronique. Au total, j'ai trouvé 237 articles et je considère que la recherche est quasi exhaustive et que les résultats sont significatifs. On peut voir ici qu'il y a une variation selon les journaux. On en parle davantage dans le Toronto Star, dans le Globe and Mail, beaucoup moins dans le Calgary Herald et seulement quelques articles dans le Chronicle Herald de Halifax. Sans grande surprise aussi, il y a une fréquence dans le temps des occurrences. Évidemment, il en a été beaucoup question au moment de l'introduction de la loi 21 jusqu'à son adoption. Un deuxième pic se trouve au moment des élections fédérales à l'automne 2019. Là, on essaie de trouver la compatibilité entre la position des partis et des chefs de parti et ce qu'ils ont à dire sur la loi 21. On se prononce là-dessus. On les invite à être plus critiques. Et évidemment, il y a eu le débat en anglais avec la fameuse question adressée à M. Blanchet. Il en a été davantage question au printemps et à l'été 2021. On se rappelle que c'est le moment où la décision du juge Blanchard a été rendue, mais ça correspond aussi à une attaque à London contre une famille musulmane. Ça s'est passé donc le 6 juin 2021. Et finalement, le quatrième moment où il en a été beaucoup question, correspond au retrait d'une enseignante
de sa salle de classe au début du mois de décembre 2021. Il en a été question jusqu'à la mi-janvier, beaucoup. Sans grande surprise, on se rend compte que les positions sont plutôt négatives à l'endroit de la loi 21. En fait, 87,7% des opinions sont, et donc des articles, expriment un avis ou un jugement très, très négatif. Il y a quelques articles qui expliquent le contexte particulier du Québec et la manière dont la laïcité a été débattue. Donc, c'est la catégorie neutre. Un exemple important est celui des articles écrits par Conrad Yakabouski du Globe and Mail, qui est aussi chroniqueur au Devoir, qui est une exception, puisqu'il essaie de situer et d'analyser la loi 21 dans son contexte. Et il y a aussi Chantal Hébert qui fait référence souvent dans le Toronto Star, mais elle abordait la loi 21 surtout sous l'angle de la joute politique fédérale, sans qu'elle ne se prononce vraiment sur le fondement même de la loi. Et il y a eu quelques articles en faveur de la loi 21, et ces articles sont pour la plupart des lettres envoyées aux journaux. Et ces lettres ne se portent pas à la défense du Québec, mais invoquent plutôt la nécessité pour les employés de l'État d'afficher leur neutralité en ne portant pas de symboles religieux. On voit bien qu'il s'agit d'une occurrence vraiment marginale. Par ailleurs, quand on s'intéresse aux arguments qui sont avancés par les gens qui s'y opposent, on se rend compte que le premier, le plus important, renvoie à son caractère présumément discriminatoire, notamment à l'endroit des limites imposées à l'expression de la liberté religieuse. Mais il y a aussi d'autres arguments que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, on la critique pour son caractère islamophobe et souvent en ne ciblant que les musulmanes. 15,7% des articles, ce qui est quand même pas mal, considère et le critique essentiellement pour son caractère non canadien, incompatible avec les valeurs du Canada. D'autres articles insistent sur son caractère raciste. Quelques-uns d'entre eux, quoique 7,5% contestent, critiquent le recours à la clause dérogatoire. Et d'autres arguments qui font référence à la xénophobie. On souhaite, surtout au début de la période, que le gouvernement fédéral utilise son pouvoir de désaveu pour rendre inopérante la loi. On suggère même de mettre fin au transfert vers le Québec pour le punir. On qualifie cette loi-là et on l'analyse essentiellement sous l'angle de l'opportunisme politique. On critique son caractère oppressif ou répressif, qui reflète une certaine forme de populisme, mais on peut le considérer comme étant anticonstitutionnel. Donc, mais l'essentiel des arguments font référence à la notion de discrimination. Au total, 59,2% des arguments invoquent une forme ou l'autre de discrimination ou d'exclusion sociale qui est qualifiée soit de contraire au respect de la liberté de religion, ce qui est un argument invoqué 55,1% des fois. On souligne ou on critique son caractère islamophobe, voire raciste dans des proportions différentes, comme on peut le constater en regardant cette diapositive. La majorité des textes, donc, considèrent que l'article 6 de la loi 21 est discriminatoire à l'endroit des individus qui portent des symboles religieux en les excluant de certains emplois. Et par ailleurs, peu mentionnent la clause des droits acquis. Et cette position peut se défendre, faire l'objet d'un désaccord raisonnable. Par contre, de nombreux articles avancent des arguments qui dépassent cette critique et qui associent la loi au racisme et visent à la délégitimer au regard des principes de tolérance et d'équité. Cette position ne permet pas un désaccord raisonnable, il me semble, et les exemples sont nombreux.
Dans un éditorial de décembre 2021, on peut lire que la loi 21 du Québec, qui exclut les personnes portant des symboles religieux comme la kippa ou le hijab d'une série d'emplois dans les institutions publiques, est une abomination. C'est l'exemple le plus clair, poursuit-il, de ces dernières années d'une loi qui est franchement, sans aucune honte, discriminatoire envers les minorités religieuses et, dans certains cas, raciales. En 21, dans Toronto Star, on peut lire une opinion qui disait que la loi 21 n'a jamais porté sur une quelconque ingérence réelle des minorités religieuses dans la neutralité du service public ou les libertés des autres, comme le faisait l'Église d'autrefois. Elle reflète plutôt une peur et un malaise face à la diversité moderne. Mais les législateurs fédéraux n'ont aucune morale pour condamner la violence anti-musulmane, alors que les lois encourageant la xénophobie et la discrimination contre les minorités religieuses sont débattues et adoptées dans nos législatures. La lutte contre l'islamophobie doit commencer par une contestation décisive de la loi 21. Sinon, nous admettons que nous sommes un pays qui tolère l'existence d'une loi qui sanctionne ouvertement la discrimination et légitime le fanatisme anti-musulman qui prend des vies. Cet article-là ou cette opinion-là a été rédigée dans la foulée de l'attentat de Londres. Dans le Toronto Star de mai 2019, on dit que la prémisse est que le Québec doit défendre son identité. Cela sonnait plus vrai dans les siècles qui ont précédé les années 60, alors que lorsque le Québec prenait son destin en main. Aujourd'hui, cela ressemble davantage à des appels à sauver l'identité blanche parce que c'est une identité comme une autre. Et toute tentative de traiter le Québec d'aujourd'hui comme la France à l'époque de Voltaire, où le Québec sous Duplessis est une ignorance, ou une couverture de l'islamophobie qui, pour gagner des votes. Une autre lettre, ou plutôt un autre article disait « Notre recherche montre que des lois comme le projet de loi 21 peuvent avoir des conséquences bien plus graves pour les minorités religieuses que les dispositions spécifiques qui les comportent. » ou qu'elles comportent. De telles lois enhardissent également ceux qui nourrissent une xénophobie profondément ancrée, en particulier l'islamophobie, et elles intensifient donc les rencontres des minorités avec l'hostilité et les mauvais traitements des minorités. Dernier article, une fois encore, les groupes extrémistes ne sont pas les seuls à promouvoir l'islamophobie. La loi 21 fait suite à des décennies de politiques imposant le dévoilement forcé des femmes musulmanes qui portent des vêtements islamiques, ce qui institutionnalise effectivement l'islamophobie sexiste. En lettres majuscules dans l'article, le racisme anti-musulman est normalisé par ses politiques et ses pratiques. L'islamophobie libérale normalise le racisme anti-musulman et le fait des musulmans des citoyens suspects et inférieurs. Un autre type d'argument que l'on retrouve assez souvent, c'est l'incompatibilité de la loi 21 aux valeurs canadiennes qui sont inscrites notamment dans la Charte canadienne des droits et libertés. On souligne que le recours à la clause dérogatoire est une preuve de cette incompatibilité et évidemment le principe de la suprématie du Parlement n'est jamais évoqué. Donc la loi est contraire aussi au multiculturalisme qui est au centre de l'identité canadienne. Cela justifie pour plusieurs le recours au pouvoir de désaveu ou le fait de mettre fin au transfert au Québec. En somme, ces arguments ne permettent pas un accord déraisonnable. Un exemple, dans un éditorial du 31 mars 2019, qui correspond à la période immédiate de la présentation du projet de loi, on écrit « Si cela se produisait dans n'importe quelle autre province sous un gouvernement conservateur, par exemple en Alberta ou en Ontario, les personnes d'esprit libéral n'hésiteraient pas à le dénoncer pour ce qu'il est.
du sectarisme, voire du racisme, étant donné que les minorités les plus manifestement visées sont les musulmans et les sikhs. La réalité, cependant, est que de nombreux Québécois sont moins préoccupés par le débat sur les points délicats de la laïcité que par quelque chose de plus viscéral. Ils ne pensent pas qu'on doit exiger d'eux et de leur société qu'ils s'adaptent aux minorités qui les composent. Le fardeau, selon eux, devrait être inversé. Par ailleurs, un bon nombre de Canadiens anglais ont ressenti la même chose au fil des ans, mais les dirigeants politiques hors Québec de tous les grands partis ont généralement résisté à la tentation de céder à la peur des nouveaux arrivants. Ils ont défendu les droits des minorités et l'importance de la Charte. Au-delà de tout cela, il est important que les Canadiens s'accrochent au principe selon lequel la majorité ne doit pas bafouer les droits et que l'accommodement mutuel est la seule façon de faire fonctionner une société multiculturelle pour tous. Nous devons considérer cette dernière législation comme un poignard dans le cœur de l'identité nationale du Canada en tant que nation multiculturelle. Finalement, le dernier exemple, le projet de loi sur la laïcité du Québec est une attaque contre les valeurs canadiennes de multiculturalisme et de liberté de religion. Il s'agit d'une tâche sur la merveilleuse histoire du Canada d'inclusion et de célébration des différences culturelles. En termes simples, ce projet de loi est extrêmement non canadien et doit être condamné dans les termes les plus forts possibles. Ainsi, ce projet de loi cherche à discriminer sur la base de valeurs religieuses et constitue une violation des droits humains fondamentaux. Les fondations du Canada n'ont pas été posées pour être démantelées comme cela. Ouf. Je vais conclure en soulignant ou en rappelant que les prises de position dans la presse d'expression anglaise au Canada sont quasi unanimement défavorables au projet de loi 21 ou à la loi 21. Hormis quelques exceptions, les tenants et aboutissants de la laïcité québécoise ne sont jamais contextualisés et expliqués. Il est donc difficile, voire impossible, de développer un argumentaire qui ne soit pas teinté d'ignorance et de préjugés. Dans une démocratie libérale, il est normal et souhaitable qu'il y ait des désaccords, même profonds et irréductibles. Par ailleurs, le contexte canadien montre plutôt la présence de désaccords déraisonnables qui minent la possibilité de délibération démocratique. On semble incapable de concevoir que la loi 21 pourrait reposer sur des fondements également valables et tout aussi respectueux des principes de la tolérance et de l'équité. Au contraire, on la considère comme instituant de la discrimination d'État à l'endroit de la liberté religieuse. On la considère comme étant raciste, xénophobe et islamophobe. Les opinions exprimées illustrent qu'aucune forme d'aménagement divergeant de la préséance de la liberté de conscience et de religion inscrite dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la politique canadienne du multiculturalisme, et donc aucune opinion qui irait à l'encontre de ces valeurs présumées ne peut être tolérée. Et donc, la possibilité d'avoir un désaccord raisonnable n'est pas présente à l'esprit. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuité dans ce colloque. Au revoir.